taxing my patience. I just came here to defend. Bonsoir, très content d'être là. Je m'appelle Julien Simon, je suis évangéliste technique chez AWS. Voilà, j'y suis depuis 2 mois et pour l'instant ça se passe bien. Voilà, avant ça, j'ai été VP Engineering et CTO dans quelques startups du web, Pixmania, Criteo, des boîtes comme ça. Voilà. Et donc, comme Patrick l'a dit, on a le plaisir de sponsoriser le Meetup. Voilà, ça fait partie des technos qui sont importantes pour nous. Comme vous le savez ou pas, on a une techno qui s'appelle ECS, donc EC2 Container Service, pardon, et qui est un orchestrateur de containers pour Docker. Voilà. Il y a des gens qui l'ont déjà utilisé, par curiosité. Ouais, ok, donc j'ai du boulot, cool. Je suis preneur de feedback, si vous voulez, à la fin. Voilà. Et écoutez, si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Et puis on a un blog, il y a un blog AWS qui est dédié sur ce sujet-là. Voilà, on aura sûrement l'occasion de faire une vraie présentation de CS, un de ces 4. Mais aujourd'hui, voilà, c'est juste quelques minutes pour me présenter et puis vous tenir un petit peu au courant. Alors, il y a une news intéressante pour les gens qui font du Docker sur AWS, donc qui font tourner soit le Docker Engine, soit le registry. Ça a été annoncé mi-novembre, donc le support est disponible. Donc vous pouvez faire tourner des AMI, des images Amazon, AWS, qui inclut le support et qui est payé à l'heure. Hein. C'est toujours notre système où voilà, c'est payé à l'heure. Donc si vous avez besoin d'un engine ou d'un registry et que vous ne voulez pas payer les X milliers de dollars dès le premier jour, eh bien vous pouvez toujours tester avec ces AMI-là. Voilà, c'est intéressant, ça permet de se faire une idée. Et puis, il y a des gens qui ont du support dans la salle ? Ou vous êtes tous... Ouais, je m'en doutais un peu. Alors, on a ajouté quelques features récemment sur ECS. Il y en a un qui est sympa, surtout si vous voulez essayer pour la première fois. On a un wizard qu'on appelle le First Run Wizard, qui permet vraiment de démarrer sans se poser de questions, de lancer des containers avec l'équivalent d'un compose file pour ceux qui jouent à ça. Voilà, je vous encourage à l'essayer. Vous avez l'URL, on postera les slides, hein, vous aurez tout ça. Vous aurez tout ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà, ça permet littéralement en 5 minutes de démarrer un cluster ECS, de le scaler et de jouer avec. Je n'ai pas précisé, mais ECS, c'est un produit qui est gratuit en tant que tel. Vous payez uniquement pour les instances que vous créez. Ce qui veut dire que si vous jouez avec des petites instances, hein, vous savez, chez AWS, tant qu'on reste avec des petites instances, on ne paye pas grand-chose. Vous pouvez vous faire un assez gros cluster pour tester sans que ça vous coûte grand-chose, ou en tout cas au maximum quelques dollars. Donc je vous encourage à essayer. On a un autre truc qui est assez sympa. On a des diagnostics assez précis sur le démarrage des tâches. Hein, si vous avez, quand on est sur le poste de travail, on arrive assez vite à voir ce qui se passe, mais imaginez que vous ayez un cluster avec des dizaines de nœuds. Vous pouvez avoir des tâches qui ne démarrent pas, des containers qui ne démarrent pas pour un certain nombre de raisons. Voilà, donc là, on fournit des diagnostics assez précis sur ce qui se passe. C'est souvent des problèmes de port, réseau, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est assez sympa de voir précisément ce qui se passe. Donc ça a été ajouté récemment. On a aussi lancé une ligne de commande dédiée. Alors vous savez, chez AWS, bien sûr, on peut cliquer dans la console. Le problème, c'est bien pour jouer, mais c'est pas extraordinaire pour la prod. J'imagine qu'il y a des gens il y a des DevOps dans la salle, rassurez-moi. Ouais. Il y a des gens qui scriptent. Ouais, ok, voilà. Bon, c'est bien du Python. Oui, voilà, c'est bien. Bon, continuez. Et donc, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas cliquer, donc vous voulez tout scripter. Il faut une ligne de commande. Donc, on a une ligne de commande qui est dédiée à ECS, donc qui s'appelle CSCLI. C'est pas très original. Et il se trouve qu'il y a un webinar qui a eu lieu, je crois, il y a 1 semaine ou 2 sur le sujet. Donc, plutôt que de vous lire la doc, même si elle est bien faite, si vous voulez voir en peu de temps comment utiliser cette ligne de commande, voilà, pareil, allez-y. Elle est assez simple et elle est très proche une fois de plus de ce que vous faites avec Docker Compose. Donc, vous ne devriez pas être perdu. On a une conférence annuelle qui s'appelle Reinvent, je pense que vous en avez entendu parler, qui a lieu en novembre tous les ans. Donc c'est relativement encore récent.
Et bon, Docker et ECS était un sujet assez chaud. Il y a eu plusieurs présentations assez poussées. Voilà. Donc pareil, je vous ai mis les infos. Vous pouvez aller voir. C'est des vidéos qui font 40-45 minutes, qui sont techniques. Et sauf erreur de ma part, c'est la troisième, c'est une vidéo de Jérôme de Docker. Donc voilà, ça peut vous intéresser. La première soulève un petit peu le capot de CS pour ceux qui ont envie de savoir comment c'est fait. Voilà. On a aussi des témoignages clients. Donc c'est une techno qui est utilisée, c'est une techno qui prend bien chez nous. Donc Remind, qui est une plateforme de messaging. Je vais vous montrer un graphe après, voilà. Avant-après, vous allez voir qu'ils en sont assez contents. Donc un témoignage client assez intéressant où ils expliquent leur migration de Heroku vers ECS. Il y a des gens qui utilisent Heroku. Ah, il en reste, ouais, c'est bien. Bon, bah, j'aime bien Heroku aussi. Mais bon, là, en l'occurrence, pour eux, ça ne marchait plus, il leur fallait autre chose. Donc un truc intéressant. Meteor, vous connaissez Meteor? Plateforme de dev, ouais, il y a du Node.js dans la salle, hein, forcément. Voilà, donc bon, belle plateforme de développement en Node.js pour du web et du mobile. Voilà, pareil, ils ont une belle histoire de scalabilité. Bon, c'est un peu une histoire comme Heroku, de dire on veut faire plein de choses, on a beaucoup de clients, on veut les isoler les uns des autres. Voilà. C'est pour les gens qui font du déploiement à l'échelle, c'est intéressant. Et puis un troisième témoignage de Coursera. J'imagine que tout le monde connaît Coursera. Et eux, ils servent de CS pour faire tourner les jobs de notation. Hein. Quand vous faites un MOOC sur Coursera, généralement, il y a des exercices, il y a des notes, etc. Et ils se servent de CS pour faire tourner ces jobs-là. Donc c'est assez sensible chez eux, parce que j'imagine qu'ils veulent que les notes soient fidèles. Voilà, donc des cas clients, pareil, je vous incite à les regarder. Vous verrez ce que les gens font avec ECS. Ils ont des problématiques assez intéressantes. Bon, et puis voilà, ils ont des commentaires assez élogieux, donc ça mérite d'être regardé. Alors voilà Remind. Donc bon, ça se passe de commentaires à mon avis. C'est le graphe de latence sur leur principal service. Donc voilà, les montagnes russes, bon, c'est Heroku. Avec la moyenne, le 95e percentile et le 99e percentile. Et puis après, c'est sur ECS. Voilà, à trafic, à isotrafic. Hein, donc c'est pas le pic de fin d'année, puis après plus rien. Voilà. Donc ECS, c'est un système assez scalable. Bon, si vous avez des questions, on peut en parler. J'ai des stats assez amusantes là-dessus. Voilà. J'ai dû faire 5 minutes et 8 secondes ou je sais pas quoi. Ça va, j'ai pas débordé. Donc je vous remercie. Je serai là a priori à chaque meet-up pour vous tenir au courant. Bien sûr, si vous avez des questions sur AWS qui n'ont rien à voir avec ECS, je serais ravi d'y répondre, mais offline, hein, n'hésitez pas. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Et voilà, une fois de plus, vous avez le lien pour aller jeter un œil à ECS. Et on va faire beaucoup d'événements aussi en 2016. Donc on va participer à plusieurs conférences. On sera à Devox. Il y a des gens qui vont à Devox déjà, ouais. Devox, Dotscale. On va faire des événements IoT aussi. Et puis plein de meet-up. Pour la petite histoire, demain, je suis à Docker Marseille. Après-demain, je suis à Docker Bordeaux. Et en janvier, je fais Lille et Nantes et sans doute Lyon. Donc il n'y a pas de gens de province là, avec des Parisiens. Mais bon, il y a plein de gens en dehors du périphérique et eux aussi font du Docker. Donc je vais aller les voir et voilà, on a plein de choses à se dire. Bon, je ne vais pas faire que ça, hein. J'ai plein d'autres meet-up prévus. Donc bref, tout ça pour vous dire, si vous voulez rester en contact avec nous, le meilleur moyen c'est de nous suivre sur Twitter. AWS Actu, c'est le feed officiel, on va dire, français. Bon, et puis vous pouvez me suivre directement. Généralement sur mon feed, les infos arrivent encore un peu plus vite et de manière un peu plus fraîche que sur le feed officiel, si ça vous intéresse. Voilà. Et de temps en temps, il y a des vidéos aussi, mais bon, pas tout à fait professionnel. Dernier point, on a notre summit à Paris en mai. Les inscriptions sont ouvertes, ça se remplit vite. Nos événements se remplissent très vite de manière générale. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça sera peut-être même 2 jours. On n'a pas encore décidé. Bref, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Et puis pour tout le reste, vous avez mon adresse de mail. Donc voilà, si vous voulez discuter AWS, si vous avez des questions, si vous êtes client ou pas, si vous organisez des meet-up et que vous voulez que je vienne parler, si vous organisez des conférences où vous voulez que je vienne parler, ou que quelqu'un de plus intelligent que moi vienne parler, c'est possible. Vous m'écrivez, vous m'expliquez. Voilà, on est basé à 1 km d'ici, à Clichy, donc c'est pas très compliqué. Ok ?
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, bonne soirée, impatient de voir les présentations, et puis à très bientôt. Et oui, je vous ai amené des petits goodies, tout ça c'est pour vous, donc voilà, vous pouvez piocher. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde, donc je décline toute responsabilité, d'accord. Mais voilà, j'en amènerai à chaque fois, donc si vous êtes frustré cette fois-ci, il y en aura la prochaine fois. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir. Donc, moi, c'est Nicolas Troel, je suis le responsable du pôle exploitation, support technique, administration système chez Icula. Et Icula, c'est qui? C'est une entreprise d'hébergement Internet, et je vais rentrer un peu dans le détail pour la suite. Et ce soir, je vais vous présenter un travail qu'on a fait récemment, qui est la mise en place d'un VPN L2TP IPsec dans un conteneur Docker, et avec derrière les possibilités de router tout le trafic à travers ce conteneur ou autre, en mode client et non pas en mode serveur. Alors, tout d'abord, Icula, qui c'est? Icula, c'est une entreprise qui existe depuis 1998, dans laquelle on a toujours fait de l'hébergement Internet. On a commencé par du serveur dédié, et après on a fait du serveur mutualisé, et on a toujours continué comme ça. Aujourd'hui, on est 47 employés, on a à peu près 8000 VM en production, comme vous pouvez le voir là. On possède 2 data centers, donc tous les deux situés en province. Donc le principal est situé à Reims, on a 1750 m² de surface technique. Et après, on a un deuxième centre qui est dans la campagne picarde, de 400 m², complètement autonome. Donc parfait pour tout ce qui est PRA et choses du genre. Et on a à peu près 5000 serveurs physiques qui sont sous notre responsabilité dans nos data centers. En parallèle de ça, on a des présences sur différents continents, notamment on a posé notre cloud public à Singapour et à Miami, en plus de quelques data centers en Europe, dont Francfort et Amsterdam. Pardon. Donc voilà, petite présentation un peu plus détaillée d'Icula. Voilà pour notre histoire. On a toujours eu dans la volonté d'Icula, dans notre existence, on a toujours cherché à innover, à avancer et voire à devancer le marché quand on le pouvait. C'est pas toujours évident dans l'hébergement Internet parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et que aujourd'hui, concrètement, poser des serveurs dans une baie et mettre du réseau dessus, c'est facile. Ça devient de plus en plus facile et donc tout le monde peut en fournir. Donc comment on s'est démarqué? Nous, on s'est démarqué en restant autant que possible à la pointe de l'innovation. Là, vous avez quelques faits marquants. Voilà, notamment, il y a un événement où, en 2010, la VM à 1 euro, c'était un élément qui était vraiment marquant pour Icula, notamment parce que c'était une des premières solutions vraiment sur une base cloud qu'on a pu mettre en place. À cette époque, c'était une VM qui vous coûtait un montant forfaitaire d'1 euro et sur lequel, après, vous aviez la possibilité de consommer plus de ressources que ce que cet euro symbolique vous permettait. Et vous aviez un paiement à l'usage. Tout ça reposant sur une plateforme Hyper-V. Voilà, parce que vous allez me dire, oui, il y avait VMware, etc. Vous pouviez certainement le faire avec VMware, il n'y a aucun problème. Mais nous, on l'a fait avec Hyper-V. Pour ceux qui se souviennent, Hyper-V, en 2010, c'était pas très vieux. Ça avait 1 an, 2 ans tout au plus. On a été aussi, un peu avant ça, on ne s'est pas noté là, mais on a été les premiers hébergeurs au monde à fournir une solution d'hébergement à base d'Hyper-V. Alors bien sûr, on n'est pas là pour parler d'Hyper-V, mais voilà, juste pour présenter un peu la chose. Et pour cette VM à 1 euro, Microsoft nous a primé. On est allé chez eux, aux États-Unis, et ils nous ont primé comme étant solution innovante sur la plateforme. Donc comme quoi, il y en a d'autres qui disent aussi qu'on est capable d'innover. Voilà, donc on a continué à avancer, à se développer, notamment sur tout ce qui est les infrastructures de cloud. Aujourd'hui, on fournit des solutions qui sont équivalentes, même si on n'a pas la même taille qu'Amazon, mais équivalentes à ce que vous pouvez faire avec AWS, notamment donc tout ce qui est déploiement. Nous, on est sur une base CloudStack et vous pouvez déployer les VM que vous souhaitez. Voilà. Et donc l'actualité de 2015, comme je vous l'ai dit, on est présent sur 3 continents. On a commencé à déployer notre cloud un peu partout en dehors de la France et on n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Alors, maintenant, le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on a fait un client VPN dans un conteneur Docker? Bon, en fait,
À la base, je n'étais pas forcément venu pour vous présenter ce client VPN dans le conteneur Docker. J'étais parti pour vous présenter un petit projet qu'on s'est mis en place, qui est de travailler dans des applications conteneurisées, mais de façon complètement transparente. C'est-à-dire que peut-être que certains l'ont vu si vous suivez l'actualité Docker et notamment Jesse Frazell. Tout son environnement de travail est dockerisé. Son Chrome est dans un conteneur Docker, son Lynx est dans un conteneur Docker, son Nmap est dans un conteneur Docker, etc. C'est juste une dingue. Donc je me suis dit, ok, elle est dingue. En parallèle, je commençais à m'amuser un peu avec Rancher, pour ceux qui connaissent Rancher OS, où là c'est un OS serveur complètement dockerisé aussi. Donc de base, vous n'avez rien dedans, même pas un Git, rien du tout, contrairement à CoreOS, qui, dans l'environnement Docker, a beaucoup de succès parce qu'il y a plein d'outils qui sont derrière. Donc comment faire pour qu'avec ce Rancher OS ou moi, avec mon poste de travail, quand je suis sur un Mac, sur un Windows, sur un Linux, je fais pour avoir exactement les mêmes outils. Je suis admin 6 Linux, donc sur un environnement Linux, j'ai pas trop de problèmes. J'ai déjà mes scripts et autres. Mais quand j'arrive sur le Windows, comme la tablette que j'ai là, mon premier problème, c'est que j'installe Cygwin. J'installe Cygwin et j'installe différents outils. OK. Et pour ceux qui ont un poste Windows pour faire de l'admin 6 Linux, vous avez certainement un équivalent à base de Cygwin. Sauf que c'est sympa, mais c'est un peu fastidieux à mettre en place. Avec Docker Toolbox, je me suis amusé à créer, de la même manière que Jesse Frazell l'avait fait sur son poste de travail en Debian, à mettre en place mes applis de manière à ce que quand j'ai besoin de faire un Nmap, je n'ai pas besoin d'installer un Nmap à côté ou que ce soit. Je lance juste ma commande, mon point .bat qui va lancer mon conteneur, récupérer les arguments que je lui donne et derrière, tout simplement, me faire mon Nmap dont j'ai besoin. Voilà. Juste pour l'exemple. Et on est allé plus loin. On s'est dit, OK, on peut avoir d'autres besoins, notamment pour se connecter sur un VPN. On a eu un cas client où justement le client avait besoin d'un client VPN et non pas d'un serveur VPN. Il avait besoin d'un client VPN et il avait besoin aussi de pouvoir le déployer, le dupliquer très très facilement, ce client, de manière à ce qu'il puisse ne pas s'embêter avec toute la maintenance. Naturellement, une partie de son infra était basée sur Docker, donc on a pensé à Docker derrière. Donc, pourquoi le client VPN dans un Docker ? Tout simplement parce que, comme la plupart des outils dans Docker, vous avez une gestion simplifiée, vous avez une facilité de déploiement, vous pouvez utiliser le même conteneur, quel que soit l'OS, du moment que vous avez le Docker Engine, vous pouvez faire tourner votre Docker, même sous Windows. Derrière, la configuration, elle est tout aussi simplifiée parce que dans ce qu'on a fait, on a utilisé des éléments très simples qui font que vous allez vous configurer votre VPN avec juste les 4 informations que vous avez l'habitude de fournir quand vous configurez un client VPN avec votre Windows ou OS X. Alors, comment ça marche ? Comme je vous l'ai dit, on a fait des choses très très simples. On a pris une base Ubuntu Trusty, voilà, juste un Ubuntu classique, standard, tout nu. On a rajouté un process XL2TP. Et puis on a rajouté StrongSwan. Okay. Pourquoi XL2TP ? Pourquoi StrongSwan ? Tout simplement parce que c'est un peu les protocoles qui sont aujourd'hui les protocoles, les process qui sont courants, qui sont utilisés par quasiment tout le monde. Notamment XL2TP, vous le retrouvez à l'intérieur des clients VPN que vous avez sur OS X ou Windows. Vous avez comme quoi c'est vraiment utilisé par tout le monde. StrongSwan, c'est l'outil, on va dire, IPsec qui est utilisé dans le milieu open source de manière assez répandue. Voilà, donc on est resté sur des choses tout à fait standards et très simplifiées. Donc voilà, assez de blabla, je vais vous montrer maintenant le Dockerfile du coup, qui nous a permis de créer ce client VPN. Voilà. Donc, vous pouvez voir que on n'a pas grand-chose de miraculeux ou de particulier à l'intérieur. On installe les différentes librairies qui sont nécessaires au fonctionnement de tout ce beau monde. On va rajouter quelques scripts et fichiers de conf qui vont nous permettre de configurer ce client VPN et qui vont nous permettre aussi de prendre en argument les différentes variables qu'on va passer au moment du run du Docker.
Je vais rentrer dans le détail par la suite. Et puis, bon, juste pour finir, voilà. Dernière chose qu'on fait, forcément, on lance le VPN. Alors, StrongSwan. StrongSwan, donc pour la configuration IPsec, ça commence avec l'ipsec.conf. Voilà, vous pouvez voir, c'est une conf toute simple, toute bête. En orange, je vous ai mis, ce sont les variables Docker. Donc tout simplement, voilà, on a, comme je vous l'ai dit, on simplifie au maximum la configuration. On ne veut pas que notre client se pose de questions quand il doit configurer son client VPN, qu'il aille se connecter à droite ou à gauche. On veut qu'il ait besoin d'un minimum de choses à fournir. Donc, on passera en variable l'IP du VPN, forcément, le remote server, voilà, qui sont nécessaires pour l'ipsec.conf. On a aussi le secret, dans lequel vous avez le remote server et la pre-shared key. Et vous avez aussi le petit script qu'on a fait pour gérer le démarrage. Alors là, je vous ai mis juste un extrait. Je ne vous ai pas mis, là c'est que le start. Je ne vous ai pas mis le stop et le restart, hein, forcément. Ça n'a pas trop d'intérêt. C'est un script init classique. C'est juste pour vous montrer rapidement ce qu'on fait et que, hop là, même dans le start de l'application, on a remis une variable dockerisée, notamment le nom de la connexion. Pour XL2TP, même chose, quelques fichiers de conf tout aussi basiques. Donc l'XLDTPD.conf, dans lequel on retrouve deux autres variables dockerisées. Pareil, je vous les ai mises en orange pour que ça soit bien visible, mais vous pouvez voir que le reste de la configuration est relativement simple et classique. Ensuite, les différentes options de l'XL2TP. Donc là, pas de variable. On aurait pu, à la rigueur, mettre un DNS en variable. Certains VPN peuvent nécessiter d'avoir un DNS particulier pour pouvoir être sûr de résoudre sur les enregistrements en interne. Bon, là, pour cette démo et pour notre POC, on ne l'avait pas fait. On a utilisé tout bêtement les DNS de Google, ce qui est suffisant dans la plupart des cas. Et vous avez le chat secret dans lequel vous mettez votre nom. On va récupérer le compte, le mot de passe. Voilà. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on est resté sur des choses très simples. Tout tient sur le Dockerfile, ses scripts et surtout les variables. Donc ensuite, la dernière commande, la dernière chose qu'on va faire dans le Dockerfile, on l'a vu, c'est ce fameux Start VPN. Donc voilà. Donc là, sur le Start VPN, on va commencer le premier bloc avec toujours en orange les variables qui sont passées en environnement. Donc on va initialiser les variables qu'on va pousser dans les différents fichiers de configuration, tout simplement, et vous retrouvez les variables que je vous ai présentées dans les fichiers de configuration juste avant. OK. Et puis après, tout simplement, c'est du script bash, des choses tout à fait classiques. Petite subtilité. Le tail-f à la fin, je ne sais pas si tout le monde le voit bien. En fait, on a eu des petits soucis quand on a mis en place ce conteneur Docker, parce que quand vous faites du app in Docker et que vous voulez le lancer de manière complètement transparente, c'est super sympa. Le conteneur se lance, il fait ce que vous lui avez demandé, mais une fois qu'il a fini, il s'arrête. Et le problème, c'est que pour un VPN, il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que le conteneur reste up and running et de manière à maintenir la connexion. Donc nous, la première solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est de faire ce tail-f vers Delnuve, qui fait que tout simplement, ça ne rajoute pas un process énorme non plus dans le conteneur, et ça permet au processus Docker de rester allumé. Et la dernière chose, donc le vpn.org, qui va finalement être le fichier de configuration de notre VPN, de notre client VPN. On n'a que ces informations-là à fournir. Notre client n'a qu'une chose à s'occuper, à se préoccuper. De la même manière que quand vous prenez un client VPN sur un Windows, un OS X, vous prenez votre client VPN, on vous pose très très peu de questions. Vous dites juste c'est un VPN L2TP IPsec. Vous mettez l'adresse IP du serveur sur lequel vous allez vous connecter. Vous rentrez votre pre-shared key, votre login, votre mot de passe, et c'est tout. Nous, on a voulu faire la même chose, et voilà. Comment ça s'utilise ? L'utilisation, elle est toute simple. On fait un Docker Run un peu barbare.
Donc forcément, on ouvre les différents ports, on met le nom du conteneur si on le veut, on le fait tourner en démon, on lui passe vpn.env, on le passe en variable d'environnement, et puis on donne accès aux différents modules parce qu'on va en avoir besoin notamment pour l'IP table. Et puis après, ben voilà, le nom de l'image. Alors j'ai montré à côté, il y a un paramètre dont je n'ai pas encore parlé qui est assez important, c'est le cap add. D'ailleurs, il y a une typo, elle est magnifique celle-là. Donc le cap add netadmin, tout simplement pour accéder à l'IP table. Alors à la base, on a eu un mauvais réflexe, on a commencé à faire tourner notre Docker en mode privilégié, parce qu'il ne voulait pas tourner en mode non privilégié. Alors bon, la plupart du temps, hein, ça ne marche pas. C'est comme avec, sous Linux avec sa console par défaut, ou même sur n'importe quel système. Quand l'utilisateur ne peut pas accéder, qu'est-ce qu'on fait? On passe au droit au-dessus. C'est sympa, mais ça pose différents problèmes de sécurité et en termes de maîtrise et de contrôle du flux et de ce qui va se passer à l'intérieur de la machine. Bon, ça peut être un peu dangereux. Du coup, on a affiné un peu la chose et merci Docker, ils nous permettent d'accéder aux éléments de manipulation du réseau avec juste ce netadmin, tout simplement. Voilà. Donc, il ne sert qu'à une chose, ce netadmin, dans notre cas de figure. Ce sont les règles IP table que l'on a utilisées dans quelques scripts. Et une fois que le VPN est lancé, on peut se connecter dessus et regarder le statut. Et ça peut nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'était sur notre POC à l'intérieur en lab. Voilà, vous pouvez voir que tout simplement, on est capable de récupérer des flux. Là, on est sur un cas où la connexion est établie depuis 5 minutes. Voilà. Voilà, maintenant c'est bien beau, c'est fait. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'alléger notre image. Parce qu'on est parti sur une base Ubuntu Trusty. C'est bien sympa, sauf que tout ça, plus nos différents scripts et les différentes opérations, à la fin du build, le conteneur fait 400 MB, un peu plus de 400 MB. C'est un peu lourd. Pour juste un client VPN, je vous avoue, ça fait beaucoup. Donc on va peut-être se baser sur de l'Alpine, et puis on va regarder un peu plus loin aussi dans les différentes phases du build. On va regarder avec un build history quelles sont les étapes qui vont générer le plus de trafic. Parce que là, je vous parle d'un conteneur qui est buildé à 400 MB, mais la Trusty, elle fait 230, 240 MB. Il y a quand même 200 MB qui sont passés entre deux dans les étapes du build qu'il faut trouver, parce que quand vous regardez, on a juste copié des scripts. Tout est là. Tous les scripts sont là, concrètement, où sont passés les 200 MB. Donc ça fait partie des choses qu'on souhaite améliorer, sur lesquelles on va travailler. Un autre point d'amélioration, tout simplement trouver une solution pour que le conteneur puisse continuer à tourner sans avoir à passer par ce tail-f, parce que c'est bien, c'est sympa, c'est un petit workaround pratique, mais est-ce que c'est vraiment propre? Voilà. Et la dernière chose, surtout le plus important, c'est que c'est bien sympa d'avoir un client VPN dockerisé, mais maintenant, une fois que le client VPN est là et a monté la connexion, ce qu'on veut, c'est router le trafic. Donc on va créer un script IP table et puis commencer à router le trafic, tout ou partie du trafic dans notre conteneur. Voilà. Tout ce que je vous ai présenté là, vous le retrouverez en ligne, comme je vous l'ai montré, tous les fichiers, etc. Il n'y a pas de secret. Donc vous pourrez retrouver le GitHub dans lequel vous retrouvez tous ces fichiers. Vous aurez aussi la possibilité de jouer avec l'image directement depuis le Docker Hub. Et après, vous avez le blog d'Ikula ou notre wiki pour tout ce qui est ressources, tutos, fac, ce genre de choses. Voilà. La présentation sera aussi publiée, donc pour ceux qui souhaitent revenir dessus par la suite et peut-être mémoriser ces liens, ce sera passé par la suite, et je pense que Patrick, à travers le rendez-vous du Meetup, vous donnera les différents liens. Sur Twitter aussi, tout à fait. Voilà. Et si vous voulez rester en contact avec Ikula, vous avez nos Twitter, notre Facebook, Google+, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont dessus, mais on y est quand même. Voilà. Et aussi éventuellement sur LinkedIn. Voilà, je vous remercie. Alors oui, mais non.
On a regardé, en fait, les 200 MB sont sur une des phases de copie. C'est assez étrange, mais elles sont sur une phase de copie. On y a pensé à la PTGet, mais voilà, après... Sûrement, sûrement. Mais là, comme je vous l'ai dit, là pour l'instant, on a fait, voilà, on est sur les débuts. De toute façon, vous le verrez sur le GitHub. Le GitHub, on l'a créé il y a 2 jours. Ce sont des choses sur lesquelles, si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas à venir contribuer aussi dessus. On l'a posé sur GitHub aussi pour ça, parce que on l'a fait. Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on l'a mis sur le GitHub? Tout simplement parce que il y a beaucoup de ressources pour faire du serveur VPN à travers Docker. Mais dès qu'on commence à chercher du client VPN, c'est un peu plus rare. Il y a moins de ressources, et notamment parce qu'il y a cette problématique de routage qui intervient une fois qu'on a monté son VPN. À la fin de la présentation, tu disais que vous allez réfléchir à comment justement router le trafic. Mais du coup, pendant vos tests, là, vous faisiez du trafic à partir du container directement ou en gros, à quoi servait le client VPN si pour l'instant vous n'avez pas routé de trafic dedans? À Très part à bonne dire remarque. que ça s'est établi. On a déjà une base, pour router le trafic. Tout simplement, en fait, on s'est très largement inspiré d'un script que Jessie Frazel avait publié sur son blog pour faire du Tor, tout simplement. En fait, elle est partie sur la même idée que nous, sauf que elle a pris un client Tor et elle a routé le trafic de son poste à travers ce client Tor. Donc Voilà. il n'y avait pas de trafic généré depuis le conteneur. C'était bien de l'extérieur. Oui, Simplement, c'est pas encore. Oui, voilà. Là, C'est pas intégré dans ce que vous avez sur la présentation, je voulais pas montrer parce que je me suis concentré sur le Docker et parce que la partie pétable n'est pas encore tout à fait scriptée. Ok, merci. Voilà. Bonjour. Vous pensez que plus tard, il y aura moyen de créer un dispositif pour qu'on puisse écouter un port sur votre réseau VPN, malgré vos routages que vous prévoyez de faire plus tard? Ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place. Tout dépend. Après, globalement, un client VPN, on l'utilise parce qu'on veut passer d'un point A à un point B en étant au maximum dans les mêmes stacks réseau. Donc, faire de l'écoute de port ou autre, pourquoi pas. Tout va dépendre des usages qu'on va nous présenter en face. Là, on a commencé à travailler là-dessus parce qu'on a eu un client qui a eu un besoin à ce niveau-là. Maintenant, si demain, on a encore un client qui vient nous voir et qui nous dit « Bon, moi, je veux avoir juste un port » ou ce genre de choses, s'il y a une application qui est là en face, on va se concentrer dessus. Comme j'ai dit à la question présente, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse ou autre, n'hésite pas à forquer le repo et à faire tes propositions derrière. Voilà. Une question. Dernière chance. Non. Ok. On va enchaîner avec le deuxième talk de Mario qui est là. Merci. Applaudissements. Ok. Bonsoir à tout le monde. Merci à Patrick et au Meetup Docker pour m'avoir accueilli. Et je vais parler de Docker Unit. Donc c'est un JUnit, pour faire simple, JUnit pour Dockerfile. Donc on parlera de tests de Dockerfile. Donc comme le Dockerfile qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc c'est une bonne transition, je crois. Donc je commence par me présenter. Je m'appelle Mario Loriedo et je travaille pour Zenica à Paris. Et je suis un trainer Docker. Et j'ai travaillé sur 2 plugins pour 2 IDE. Donc un plugin Eclipse pour utiliser Docker sous Eclipse et le plugin Sublime Docker qui est un plugin pour Sublime Text, pour l'IDE Sublime Text, pour intégrer Docker, Docker Compose à l'intérieur de Sublime Text. Mais venons aux choses plus intéressantes. Alors,
ici sur la droite, vous avez des layers d'une image Docker. Donc c'est une image Docker qui se base sur une image Tomcat où en fait on a exécuté deux commandes, deux instructions. Vous avez à gauche les instructions du Dockerfile. Donc en gros, c'est simplement pour montrer comme les instructions qui sont dans un Dockerfile correspondent, chaque ligne d'un Dockerfile correspond à un layer, une image d'une image. Donc si on veut tester, en fait, par exemple, on veut vérifier si effectivement on a bien copié à la fin ce qu'on souhaitait copier ou si l'utilisateur qu'on voulait créer a été bien créé, on peut rajouter des tests. Donc l'idéal, ça serait faire une chose de ce type-là, donc mettre des espèces de assert qui seront en fait des instructions RAN qui vont être exécutées à l'intérieur d'un conteneur. Et pour vérifier en fait si effectivement les instructions qui sont dans notre Dockerfile font exactement ce qu'on s'attend. Donc par exemple, on peut penser de faire une chose de ce type-là, donc de mettre directement les tests dans le Dockerfile. Par exemple, on fait le user add et après on teste si effectivement l'utilisateur Tomcat existe dans etc passvd. Et on peut faire un deuxième test pour voir si le fichier .profile existe dans le home, etc. etc. Donc j'ai mis des tests différents, après des tests qu'on peut faire avant un copy pour voir si effectivement le fichier qu'on va copier n'existe pas et vérifier après le copy que le fichier existe. C'est des types de tests, donc on peut en imaginer différentes choses, mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, les Dockerfiles, on commence à les utiliser de plus en plus. Ils commencent à devenir gros, on doit les maintenir et on commence à se dire, quand on doit faire une modification sur un Dockerfile d'une application qui est en production, on aimerait bien quand même avoir des tests qui nous disent qu'on n'a pas fait de régression, donc qu'on n'a pas provoqué d'erreur. Donc, d'où l'intérêt de ce type de test. Le problème avec ce type de injection de tests, c'est que en fait on aimerait que les tests n'aient aucun effet de bord sur notre image générée. Donc on ne veut pas que l'image qui contient des tests, l'image testée avec des tests, soit différente d'une image qui n'a pas de test. On aimerait pas que des tests et créer des couches en plus, donc des layers en plus dans notre image. Et l'autre chose, c'est que ce serait pas mal d'avoir une séparation du code de test du code de prod, donc du Dockerfile, ce qui nous permettrait de tester, de faire des tests sur des Dockerfiles sur lesquels on n'a pas, par exemple, on n'a pas la main, qu'on ne peut pas modifier, ou simplement qu'on ne veut pas modifier, parce que si on veut rajouter des tests, on ne veut pas forcément modifier notre Dockerfile qui est notre code de prod. Donc c'est en fait c'est des principes de base des frameworks de test. Et en fait, je vais donc vous montrer l'effet de... Donc ça, c'est le fichier qu'on a vu tout à l'heure, avec les tests qui sont dedans. Et effectivement, si on fait un Docker build de ce fichier, j'appelle l'image with test. Je lance le build. En fait, j'avais pas mal de choses dans le cache. Donc, je lance la commande docker history pour l'image with test que je viens de créer. Et je vais voir effectivement quels sont les différents... Le Docker history me permet de voir les différents layers de mon image. Et en fait, j'ai aussi vous voyez que les layers test figurent effectivement dans mon image. Donc j'ai un effet de bord qui est l'injection de layers de test que je ne souhaiterais pas avoir.
En plus, j'écris les tests à l'intérieur de mon Dockerfile, donc je ne sépare pas les tests du code de production. Donc, on peut faire mieux. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on a pensé de faire. Donc, avant de vous montrer la solution, en fait, je vais quand même expliquer un peu comment se passe un Docker build, qu'est-ce qui se passe quand on fait un Docker build. Donc, vous avez disons, une image de base déjà existante. Quand le build de Docker rencontre une nouvelle ligne, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un nouveau conteneur. Donc, c'est un conteneur comme les conteneurs que vous créez quand vous faites un Docker run. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit Docker run http apt get install, parce que là, on est en train de faire une instruction run apt get install de quelque chose. Donc, il crée un conteneur. Il exécute la commande apt-get, une fois que la commande a terminé, le Docker build fait un Docker commit et il élimine avec un Docker remove le conteneur qu'il vient de créer. Et il crée donc le nouveau layer, la nouvelle couche au-dessus de cette pile de couches que génère notre build. Avec les tests, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait quand même, quand on exécute un test, on aimerait quand même avoir la phase de Docker run, la phase de Docker remove du conteneur parce qu'on n'en aura plus besoin. Par contre, on voudrait éliminer cette phase qui est au milieu, cette phase de Docker commit. Donc, d'où la création, en fait, j'ai créé un petit projet que j'ai appelé Docker Unit qui fait exactement ça. En fait, avec l'insertion d'un certain nombre de petites astuces, permet de faire ça. Donc, ça s'appelle Docker Unit. Les tests sont décrits dans des fichiers séparés. Donc, la convention pour l'instant que j'ai choisi, c'est de mettre le même nom du Dockerfile underscore test. Donc, en fait, si on trouve un fichier qui a le même nom du Dockerfile qu'on est en train de builder avec underscore test, il va exécuter les tests, il va le considérer comme un fichier test. Les tests n'ont pas de effet de bord sur l'image. Se base sur le projet Docker Ramp, qui est un projet fait par un développeur de Docker, qui est un client qui fait le build des images Docker, mais en dehors du client Docker. En fait. Donc c'est le premier pas vers la séparation du builder de Docker, donc du builder des images, du runtime Docker qui exécute les... Donc ils ont fait un petit projet qu'ils ont présenté, qui est sur GitHub. Donc je me suis inspiré de ça, j'ai fait un fork et pour rajouter des fonctionnalités pour faire les tests. Donc la première chose, c'est que pour éviter donc d'avoir cette phase de commit, j'ai rajouté une instruction en plus, en fait, que j'ai appelée éphémérale. Donc tout ce qui est fait après le éphéméral n'est pas commit. Toutes les instructions éphémérales ne sont pas committées. Donc on saute la phase de commit. On fait le run de ce qui est écrit, qui apparaît après l'instruction éphémérale. Mais on ne fait pas de commit et après on fait le Docker remove du conteneur, ce qui permet de ne pas avoir de effet de bord. Il y a donc un fichier de test qui a des asserts. Donc il y a plein d'asserts. Chaque assert correspond à une instruction, une vérification de quelque chose dans le conteneur qu'on va exécuter. Et les instructions before et after pour dire je veux faire cet assert avant ou après une instruction qui se trouve sur le Dockerfile. Donc dans ce cas-là, vous avez le Dockerfile en bas, vous avez une instruction run user add et vous avez le test correspondant dans le Dockerfile test qui est celle qui vient après le before run user add. Donc avant de exécuter le run user add, on fera un assert pour vérifier que le user
est bien root. Ok. Et la même chose avec l'instruction copy. Donc, après avoir exécuté l'instruction copy, on fait un assert pour vérifier effectivement que le fichier .war existe vraiment. Donc à la fin du build, on a le résultat d'un build Docker normal. En plus, on a le résultat des tests, donc qui dit que les tests qui sont passés, le numéro de tests qui sont passés, le numéro de tests qui ne sont pas passés. Il y a des tests prédéfinis pour ne pas s'embêter à trouver un script qui permet de vérifier si un user existe ou pas. Donc l'instruction user existe permet de vérifier que le user existe bien. Le file exist fait un test -f en fait du fichier. C'est simplement c'est une espèce de alias de instructions bash qui permettent de simplifier beaucoup l'écriture de notre fichier de test. Voilà, donc ça c'est ce qui existe déjà dans Docker Unit. Je vais vous faire une démo rapidement. Donc vous avez le Dockerfile sur la gauche avec une instruction run, une instruction copy. Et sur la droite, vous avez le Dockerfile, le Dockerfile test. En fait, c'est le fichier Dockerfile test qui a un certain nombre de asserts. Donc 2 asserts pour l'instruction run user add. Donc va vérifier si le user tomcat existe et si le fichier .profile dans le home existe. Et ensuite, il y a deux tests qui sont faits, un avant l'instruction copy et l'autre qui est fait après l'instruction copy. Donc pour exécuter ça, je vais exécuter donc Docker Unit en passant, la syntaxe est identique à la syntaxe de la commande Docker build, mais elle est exécutée par un client qui n'est pas le client Docker, mais c'est un client qui va communiquer en utilisant HTTP. En fait, REST comme le client Docker communique avec le démon Docker, ce client-là communique directement avec le démon Docker en HTTP. Ok, donc vous voyez que il y a des éphémérales qui ont été des instructions éphémérales qui sont injectées dedans. Et le output qui dit les tests qui sont passés. Donc effectivement, il y avait 4 tests dans le Dockerfile test. Maintenant, on va voir si dans l'history, si on retrouve les layers ou pas. Donc effectivement, il n'y a pas de... Il y a l'instruction copy, on ne voit pas très bien, mais en fait, il y a l'instruction copy, l'instruction CMD, mais il n'y a pas les instructions de test dans ce cas-là n'apparaissent pas. Effectivement, on n'a pas de effet de bord sur l'image. Pour vous montrer en fait qu'il fait vraiment les tests, je vais faire filer le test. Donc je relance, j'ai modifié, je vérifie si le utilisateur Tomcat avec 2M existe bien après avoir fait l'instruction run user add. Donc il fail tout de suite au deuxième step. Donc il fait bien le user add, mais à la deuxième instruction qui est un éphéméral, donc qui est
qui est une instruction éphémérale qui est injectée à l'intérieur du build Docker, il fail et il dit effectivement qu'il y a une erreur. Donc ça, c'est pour la démo. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'on va rajouter dans ce projet, donc dans Docker Unit, qui ne sont pas encore là. La première chose, c'est pour l'instant, ce qui est implémenté, c'est seulement user exist et file exist. Le reste n'a pas encore été implémenté, mais ça va pas être super difficile, je pense. Et sinon, d'autres choses, c'est qu'on va mettre l'instruction include qui permet de copier à l'intérieur du conteneur où seront exécutés les tests des scripts qui vont nous être utiles pour faire les tests. Donc avec cette instruction, on peut inclure n'importe quel fichier script qui se trouve à l'intérieur du build context, donc où se trouve le Dockerfile. L'instruction import, par contre, c'est une instruction qui permet de copier à l'intérieur du conteneur des frameworks de test pour script bash qui existent déjà, qui sont connus, qui sont très utilisés pour faire des tests, de façon à ce qu'on aura tous les outils pour écrire des tests plus efficaces, de la façon la plus efficace. Après, les instructions classiques de setup et teardown pour exécuter des actions, pour décrire des instructions qui sont exécutées à chaque test qu'on écrit. Par exemple, si on veut utiliser le framework BATS à chaque test, on veut qu'il soit dedans parce que tous nos tests se basent sur ce framework. On n'aura qu'à faire un setup en mettant import BATS et à chaque fois qu'on exécute tous les tests, tous les éphémérales contiendront le framework BATS à l'intérieur du conteneur. Et voilà, donc on en est là. Ça avance quand même assez vite. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment mettre des tests dans les Dockerfile. En fait, si on les met à l'intérieur du Dockerfile, il y a quand même des problèmes. Donc, on a introduit l'instruction éphémérale. Et après, j'ai montré le projet qu'on a développé qui s'appelle Docker Unit, qui est un framework de test de Dockerfile qui est écrit en Go et que vous pouvez retrouver sur GitHub. Donc c'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est les slides. Donc ces slides-là sont en fait des slides que vous pouvez retrouver sur Docker Hub. Et voilà, c'est tout. S'il y a des questions. Alors, quelqu'un a des questions? On a encore 20 minutes jusqu'au pizza, donc prenez votre temps. Vous avez juste oublié de clarifier comment vous liez les tests, les instructions dans le Dockerfile aux tests en fait, parce qu'on a dû faire une recherche pour savoir comment ça fonctionnait. Donc si vous pouvez éclaircir ça pour les autres. Oui. Alors je n'ai pas été explicite aussi parce que c'est un peu un problème sur lequel j'ai pas pris encore une décision claire. Pour l'instant, en fait, je vois simplement, je fais un check des instructions pour voir quelle est l'instruction qui commence par ce label-là. En fait, je reviens ici pour faire voir un exemple. Donc, par exemple, si j'ai un before run user add, je chercherai la commande qui commence par run user add, je substitue les espaces avec des underscores. Donc pour l'instant, c'est très rudimentaire, très basique. Par contre, l'idée, ça serait d'utiliser des expressions régulières comme fait un peu Cucumber. Donc utiliser le même type de syntaxe
pour décrire les labels, de façon à qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et dans le cas où il y a une ambiguïté, donc il y a de collision, par exemple, il pourrait y avoir deux lignes qui matchent la même expression régulière, ben dans ce cas-là, faire failer le build tout au début. Parce qu'en fait, ce chargement des tests est fait au début du process de build du Dockerfile. Autre question? Bonjour. J'aurais une question. Est-ce que vous êtes posé la question peut-être de juste laisser faire le build et après faire vos tests? Parce que j'ai l'impression que ça complexifie la phase de test. Juste faire le build complet et après avoir un outil serveur spec ou même un truc qui provisionne, qui pourrait faire vos tests aussi. Alors oui, non, très bonne question. Alors j'ai deux réponses. La première réponse, c'est si on fait tous les tests à la fin, on perd du temps. C'est-à-dire si on est en train de développer et on est en train on sait que builder un Dockerfile peut prendre quand même 1 minute, 2 minutes, parfois plus. On veut que le Dockerfile fail tout de suite. Donc j'aime bien l'idée de pouvoir injecter mes tests entre la création d'un layer et l'autre, et pas de mettre tous mes tests à la fin, parce que l'autre désavantage, c'est aussi que si j'ai une erreur à la fin, j'aurai plus de mal à comprendre où est-ce que j'ai introduit l'erreur. Donc l'injection, effectivement, j'aime bien la faire au milieu, donc injecter les tests un peu dans toutes les couches. Par contre, l'idée de le faire à la fin me permettrait de ne pas devoir... imaginez que vous buildez tous les layers, et on peut quand même penser de prendre layer par layer et d'exécuter des conteneurs qui se basent, en fait, exécuter des conteneurs à partir de ces layers-là, pas d'une image finale. On pourrait penser de faire ça, mais faire le matching entre le Dockerfile, donc l'instruction du Dockerfile, et remonter au layer qui se trouve dans notre repository local de images est trop complexe pour l'instant. Mais ça permettrait de ne pas devoir avoir l'instruction éphémérale. En fait, l'introduction de l'instruction éphémérale, c'est juste vraiment pour pouvoir injecter au moment où on fait le build. Donc c'est une idée, mais pour l'instant, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, je suis parti plutôt sur cette approche-là. Juste parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris juste le mode de fonctionnement. Donc là, ça c'est les deux fichiers qu'on définit. L'idée c'est que l'outil que vous avez créé, il va en fait générer un Dockerfile avec les tests intégrés. Donc avec le système de parsing dont on parlait avant, run user-add, on le met c'est un add before run user-add, donc on le met avant la ligne. Ça nous fait un gros fichier oui. Dockerfile avec les tests, et c'est celui-là qui est exécuté avec les outils standards, excepté le rajout de l'instruction éphémérale. Oui. C'est ça l'ordre de fonctionnement. Disons que c'est le Docker build. Pour faire le build, en fait, il crée un espèce de arbre avec toutes les instructions et à côté en fait des métadonnées, etc. Et ce qui se passe, c'est que je ne crée pas un fichier, mais je injecte simplement, je modifie à la volée cet arbre qui est en phase de création. Donc chaque fois que je parse les deux fichiers, je trouve le matching entre une ligne de test et la ligne correspondante du Dockerfile, et quand le process de build de Docker va exécuter la prochaine instruction, si il y a un before, j'injecte mon test qui est exécuté à la volée. Donc je n'écris pas vraiment un nouveau Dockerfile, mais pour la faire simple, c'est exactement ça. Le process, c'est exactement ça. En fait, je pensais notamment si on comprend pas pourquoi nos tests fonctionnent pas bien, je sais pas, un truc tout bête, hein, mais on n'a mis un before ou un after ou pas le bon libellé. On n'a pas du coup une sortie qui nous donne clairement l'ordre des instructions de test, l'ordre de fusionner en fait. Bah oui. On n'a pas une affichage. Ici, en fait, vous avez, par exemple, ici, il y a un fail. Vous savez pendant l'exécution, ouais. Que le fail est fait exactement à ce moment-là. Donc non. J'avais pas pensé à l'exécution. Ok, ouais. Très bien, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mais là, du coup, dès qu'il y a une erreur, en fait, ça s'arrête. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant aussi de le faire continuer de tourner pour voir les autres tests, au cas où qu'il y ait plusieurs tests à corriger d'un coup? Oui, c'est une bonne idée. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Je trouve que quand même, souvent, on n'a pas envie de, s'il y a une erreur dans l'écriture de notre Dockerfile, on ne veut pas peut-être continuer. Par contre, je pense que c'est une bonne idée de mettre une option, de mettre des tests qui se transforment en des warnings, en fait. Pas donc des fêlures, des trucs fatals, quelque chose. Donc, on pourrait penser de mettre une option en plus qui décrit les tests en disant, par exemple, je peux mettre un head warning. Donc, si ce test fail, je ne m'arrête pas. Effectivement, c'est une très bonne idée. Pour l'instant, on est phase embryonale du projet, donc, mais c'est une très bonne idée. Il y a encore des temps pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Non? Oui. Ça marche avec Travis ou pas encore? Bon, je sais pas, hein. C'est-à-dire, ça marche sur Travis si on peut l'utiliser sur Travis. Voilà. Bah, il n'y aurait pas raison que ça ne marche pas. Parce que Travis, tu as un démon Docker, lui c'est un client qui va l'exécuter. Donc je ne vais pas tester, je peux seulement dire qu'il est buildé en continu avec Travis. Mais j'ai pas testé, mais oui, en tout cas c'est une commande, c'est un exécutable qu'on peut exécuter. Donc oui, je dirais que oui. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne l'a pas encore utilisé, effectivement. Je ne l'ai pas utilisé en production, donc sur un vrai projet. On a, chez Zenica, on a en fait... tous nos slides, en fait, tous nos formations, les supports des formations sont dans des conteneurs Docker et qu'on build à la volée. Donc, on fait nos modifications sur une formation. S'il y a une mise à jour, on l'a fait à travers GitHub. Et on fait un commit, une pull request qui génère une nouvelle image d'un conteneur Docker, une nouvelle image de la formation correspondante. Et donc, je vais utiliser Docker Unit pour tester ça. Et en fait, notre framework de formation utilise Circle CI pour faire les builds. Donc, je vais tester ça bientôt. Ça répond à ta question? Oui. Vous avez montré dans les fonctionnalités qu'on pouvait tester si un process tourne. Mais par exemple, HTTPD dans les exemples, mais si le process il a besoin d'une base de données et il crache en lancement, par exemple Tomcat il a besoin d'une base de données, comment vous êtes sûr que vous testez si le process il arrive à tourner, il se lance ou c'est là qu'il faut introduire les mocks. Donc pour l'instant, il n'y a pas un Mockito pour Dockerfile. Par contre, effectivement, c'est une bonne idée. Dans ce cas-là, clairement, où on se préoccupe à l'avance d'avoir un autre conteneur avec une base de données qui est app pour permettre de faire fonctionner ça. Ou sinon on ne met pas le test si on n'est pas en condition de faire ça. Mais c'est pour ça, c'est un peu la limite des tests à la server spec en fait, qui sont faits sur l'image finale. Donc on doit se mettre vraiment en condition de prod, en fait, de conditions de runtime de l'image. Et alors que là, les tests qui sont injectés entre un layer et l'autre sont vraiment des tests qui vérifient statiquement le contenu des files, etc. Alors que le test qu'on pourrait voir à la fin, ça serait des tests plus complets qui permettraient de vérifier vraiment tout l'état, que HTTP est app, etc. Mais quand même, c'est intéressant de pouvoir rajouter le test. Après, dans des cas particuliers, comment se comporter, je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait faire la même chose, donc écrire des tests pour des compose files. Donc ça serait à un niveau supérieur. Donc ça serait une autre idée. Donc utiliser
des compose file tests pour décrire des tests pour des conteneurs qui ont besoin d'autres conteneurs pour être utilisés. Encore une question? Non? Ok, ben merci Mario. Merci à vous. Comme on a encore 5-6 minutes et que Julien n'a pas eu le temps de poser des questions, est-ce que quelqu'un aura des questions pour Julien d'Amazon? Qui utilise Amazon ici? Ok, vous avez sûrement des questions. Double part de Allez, soyez pas timide. Et pour Ikula aussi. Alors, qui veut une promo Amazon? Non, personne? Vous avez aucune question sur construire Amazon? Non. Ok. Tu veux peut-être dire quelque chose là-dessus? Ok, bah, on va passer à la salle d'à côté alors et merci d'être venu.